Bien, messieurs les officiers généraux, chers camarades, monsieur le président, chers amis de près ou de loin de Citadel et Maquis, je suis le général Lang et au nom du secrétaire perpétuel de l'Académie qui s'appelle monsieur Barjot, qui est un professeur d'université en retraite, professeur émérite on dit, je suis chargé de vous souhaiter la bienvenue dans ces murs qui est le siège de l'Académie des sciences d'outre-mer. Et en plus de ce mot de bienvenue, il m'a demandé de dire quelques mots pour que vous sortiez de cette salle en sachant où vous étiez. Bref, que vous ayez une petite connaissance de ce qu'est l'Académie des sciences d'outre-mer. Alors, allez-y. Alors, on va commencer. Je vais commencer par me présenter. Je suis le général Lang. J'ai eu 3 vies, une vie militaire, troupe de marine pendant 40 ans, une vie associative puisque j'étais l'un des prédécesseurs du général Bonnet, ici présent, président de la Fédération nationale des anciens d'outre-mer et anciens combattants des troupes de marine, et ma 3e vie depuis 2015, je suis académicien ici à l'Académie des sciences d'outre-mer où j'ai un poste de titulaire. En première section, je vais vous expliquer ça. Alors, l'Académie des sciences d'outre-mer, on commence par un slogan, à l'écoute du monde. Ce n'est plus l'outre-mer tel qu'on le concevait dans le temps, le précaré, avec nos départements, des territoires d'outre-mer, avec nos anciennes colonies. C'est tout ce qui est au-delà des mers, tout ce qui est loin. Et nous avons une mission qui est écrite ici, contribuer au progrès des connaissances scientifiques des pays et continents au-delà des mers. Donc c'est maintenant plus outre-mer, c'est au-delà des mers. C'est évidemment beaucoup plus extensif. Alors, nous sommes un établissement public à caractère administratif. Notre tutelle, c'est le secrétariat d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et nous avons pour mission d'étudier les pays et continents au-delà des mers sur leurs aspects, alors toute une liste d'adjectifs scientifiques, politiques, stratégiques, économiques, techniques, historiques, sociaux, sociétaux, culturels, médicaux, archéologiques, bref, tout ce que vous voulez. Bien. Nous avons donc mission d'étudier ça. C'est une mission qui est transverse et c'est ce qui nous différencie un peu des autres académies qui, elles, sont plus spécialisées. L'Académie des sciences s'occupe de sciences, l'Académie de médecine s'occupe de médecine, l'Académie d'agriculture s'occupe d'agriculture, etc. Nous avons un champ de vision beaucoup plus large que chacune des académies. Alors, d'où vient cette académie? La suivante, s'il vous plaît. Un historique sommaire. Nous y sommes. En février 1922, Paul Bourdary, c'est l'homme qui est dans la salle d'à côté avec un grand chapeau et une grande barbe, là, qui était un géographe distingué, un explorateur, enfin bref, ce qu'on appelle un africaniste. Il remit à Albert Lebrun, qui était sénateur et ancien ministre des colonies, une note expliquant la nécessité d'une académie. Celui-ci a donné son accord et fut créée à l'époque l'Académie des sciences coloniales. Et sa séance inaugurale a eu lieu dans la grande salle de la Sorbonne le 18 mai 1923. 100 ans après, pas tout à fait le 18 parce que c'était le jour de l'Ascension, nous avons célébré ce centenaire exactement au même endroit, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, pour marquer les 100 ans de notre académie. Alors, cette académie, au cours de cette séance, Paul Bourdary a lancé 4 verbes: savoir, comprendre, aimer, respecter, et aimer. Voilà les 4 verbes qui sont en fait notre devise, les 4 verbes qui nous animent. J'ai coutume de dire, étant ancien troupe de marine, que cette devise aurait pu être très bien celle des troupes de marine aussi bien. Nous partageons à peu près les mêmes valeurs, sous des aspects différents, bien sûr les troupes de marine sous l'aspect militaire et l'académie sous l'aspect études et scientifique. Alors juste un petit mot pour citer les membres fondateurs en 1923. Il y a eu quand même 3 futurs présidents de la République, Albert Lebrun, Gaston Doumergue et Paul Doumer. Et plus intéressant pour nous, il y a eu des militaires éminents,
comme le maréchal Lyautey, le général Mangin, le général Archinard et une poignée d'autres qui ont fait partie des membres fondateurs. Alors, 2 mots pour l'organisation. Nous sommes 100 membres titulaires, tous de nationalité française. Nous sommes en plus 100 membres libres, également français, et des membres associés à nombre variable, qui sont souvent des personnalités, des étrangers, des présidents de la République étrangers, le prince Albert de Monaco, etc., des gens qui sont des sommités dans leur sphère de noosphère et qui nous rejoignent en tant qu'associés. Les autres, nous sommes répartis en 5 sections. La première section, sciences historiques, géographiques, ethnologiques et linguistiques. La deuxième section, les sciences politiques et administratives. La troisième section, les sciences juridiques, économiques et sociales. Quatrième section, les sciences physiques, naturelles, biologiques et toutes leurs applications. Et la 5e section, enseignement, littérature, archéologie et beaux-arts. Voilà ce que je voulais vous présenter très rapidement. Je reviens à l'essentiel. Nous sommes à l'écoute du monde et nous contribuons aux connaissances scientifiques des pays et continents au-delà des mers. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous présenter cette académie dans les murs duquel vous êtes cet après-midi. Je vous souhaite une bonne séance. Monsieur le Président, je vous rends la parole. Merci, mon général, pour votre accueil. Quelques mots très rapides pour remercier surtout de cette journée, de l'organisation de cette journée, en particulier pour les troupes de marine. 2 personnes qui m'ont bien épaulé. Donc, je pense en particulier au général Lang, qui est le président de la Fédération des troupes de marine, des anciens des troupes de marine, général Bonnet, pardon, Philippe Bonnet, donc le président des anciens des troupes de marine, et qui m'a épaulé de bout en bout là sur la préparation de cette journée, et également le général Gèze, Paul Gèze, qui est le père de l'arme, qui est le directeur de l'école d'outre-mer, et qui est aussi qui organise des conférences mensuelles donc de la chaire mer, outre-mer étranger, OME, et qui sont passionnantes. Donc voilà, je vous encourage, si vous avez la possibilité d'y participer. Et c'est grâce à ces conférences, au général Gèze, que j'ai pu découvrir cet endroit, ce très bel endroit. Et encore une fois, un grand merci à l'Académie de nous accueillir. Voilà, donc je ne vous parle pas de l'association Citadelle et Maquis, puisque vous êtes tous membres ou sympathisants. Donc une association qui existe depuis 1978, dont le but est de promouvoir et de commémorer et de promouvoir tous ceux qui sont morts, militaires et civils, lors de cette attaque massive japonaise du 9 mars 1945, le fameux coup de force, et faire connaître aussi auprès des historiens, des chercheurs, cette page d'histoire, mieux la faire connaître, parce que autant dire qu'elle passe quasiment sous silence actuellement dans les manuels d'histoire, et puis aider à mieux la comprendre, puisque c'est une page d'histoire de la France qui est très complexe et qu'on n'a pas encore fini de bien analyser, de faire le tour. Voilà, donc nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir plusieurs historiens. Je commencerai déjà par Éric Deroux, réalisateur, cinéaste et historien, qui a réalisé entre autres Le piège indochinois, que nous allons pouvoir regarder à l'instant. 2 mots concernant Éric Deroux, qui est un ancien chercheur du CNRS, un diplômé de l'école des Beaux-Arts de Paris, et qui a écrit de nombreux ouvrages, qui a réalisé de nombreux films, télévisuels, des reportages, et qui s'est spécialisé tout au long de sa carrière, en particulier dans l'histoire militaire et l'histoire militaire coloniale, donc en particulier l'Afrique évidemment et l'Asie, mais avec une spécialité Asie particulière, comme vous allez vous pouvoir le découvrir. Voilà, donc je laisse la parole à Éric Deroux.
pour parler de ce film. Merci en général de nous accueillir, merci d'être là. Je vais être très rapide. Le film que vous allez voir, j'ai réalisé il y a exactement 30 ans, en 1995, l'époque où vivaient encore des survivants d'un certain niveau. Je ne l'ai pas revu depuis. Grâce au technicien qui est là, nous avons pu le transférer, enfin au bibliothécaire, pardon, nous avons pu le transférer en DVD, en numérique. Donc je vous laisse le regarder et ensuite j'espère que ça nourrira un débat. En tout cas, j'avais été très frappé à l'époque par les témoins et la qualité des témoins que j'avais filmés. Bonne projection. À l'heure des commémorations, qui se souvient encore, à part ces vétérans réunis aux Invalides, du coup de force des Japonais en Indochine, quelques mois avant leur capitulation? Le 9 mars 1945, il n'aura fallu qu'une nuit aux troupes d'occupation nippone pour mettre fin à presque un siècle de présence française. Aujourd'hui, de la perle de l'Empire, il ne reste que des images fugitives du temps des Français, la mémoire des 80 000 morts d'une guerre perdue avant même d'avoir commencé, et l'amertume de Baodai, un vieil empereur qui a raté son rendez-vous avec l'histoire. Une histoire qui fut d'abord de 1940 à 1945, le temps des illusions, des malentendus et des humiliations. Au refrain rempli d'extase, tu me prends tendrement. Jolie chanson de l'Indochine qui me revient tendre et câline. Je la vis mourir au couvent en la serrant tout contre moi. Voilà, donc après ce film, nous vous proposons un moment d'échange et je vais demander au colonel Champeau et à Guillaume Zeller de nous rejoindre, s'il vous plaît, voilà, pour rejoindre Éric Deroux. Donc brièvement, je vous présente nos deux intervenants supplémentaires qui sont le colonel Champeau, qui est en fait l'ancien conservateur du musée de Fréjus, des troupes de marine, qui est diplômé de l'Institut supérieur du patrimoine et Saint-Cyrien. Voilà. Et également Guillaume Zeller, qui est l'ancien directeur de Canal+, qui est journaliste et diplômé de Sciences Po et qui a donc fait beaucoup de travaux divers et de romans sur certains sujets, un sujet en particulier, un livre en particulier qui sont les cages de la Campétaille aux éditions Plomb, qui ont traité particulièrement le coup de force japonais et toutes les exactions qui ont suivi dans les jours et les mois qui ont suivi, jusqu'au 2 septembre. Voilà. Donc je leur laisse la parole. Je remercie à nouveau le responsable de la bibliothèque parce que je trouve que la projection était plutôt bonne. Il y avait un petit problème de synchronisation entre les paroles, mais c'est dû au relais entre l'ordinateur et l'écran. Je pense que vous avez à peu près réussi à capter tous les dialogues. Voilà. Je ne vais pas m'étendre. C'est la première fois que je le revois depuis au moins 30, enfin peut-être un petit peu moins. Évidemment, la plupart des témoins, tous les témoins de ce film, avec quelques rares exceptions, ont disparu. Et j'avais été très frappé à l'époque. Il faut voir que quelqu'un comme Jean Rouget, que vous voyez dans le film, là, qui est administrateur des colliers, a perdu dans l'affaire sa femme et ses 2 enfants, pendant qu'ils étaient internés par les Japonais. Donc ça a été un drame. Madame Levallois a perdu son père, et comme son père avait été décapité, comme on ne retrouvait pas sa tête, il ne pouvait pas être déclaré mort, ni mort pour la France. Il a fallu des années de procédure avant que la famille soit reconnue, et qu'elle soit reconnue comme pupille de la nation. Quand elle est revenue à Marseille, sa famille a été hébergée à l'Armée du Salut. Donc il faut voir un petit peu la détresse de ces gens d'Indochine, et Jean Rouget l'exprime assez bien. Et je crois que
peut-être beaucoup d'entre vous en sont marqués, les anciens d'Indochine ont été considérés comme des pétainistes. Ils sont passés dans des tribunaux, alors qu'ils avaient tenté de faire tout ce qu'ils pouvaient. Et on a comparé leur statut à celui des collaborateurs en France, qui est absolument incroyable. Et je crois que c'est aussi, tout à l'heure, Loïc parlait de la désaffection du sujet dans les manuels. C'est qu'encore pour beaucoup de gens, ce vieux personnel d'Indochine est considéré comme pétainiste, comme collaborateur, alors qu'en réalité, on a bien vu l'amiral de Cout tentait de faire ce qu'il pouvait. Mais ce qui m'a frappé aussi, je l'avais oublié, c'est la dureté de Pierre Messmer. Pierre Messmer qui est vraiment un gaulliste pur et dur, et pour qui, à l'homme du général de Gaulle, il fallait que le sang coule. Or, effectivement, c'est pas si facile. La plupart des personnels militaires qui étaient sur place étaient avec femmes et enfants, non seulement militaires, mais civils. Et c'est vrai que quand vous avez femmes et enfants souvent nés sur place, prendre les armes, c'est pas évident. Voilà. Donc, nous sommes à votre disposition, aussi bien M. Zeller que le colonel Champeau, pour répondre à toutes vos questions, même au-delà, évidemment, de ce que vous venez de voir. Quelqu'un va-t-il se décider à lever la main? Merci, mon général. J'aurais deux questions. La première, qu'est-ce qui explique la non-action de Gaulle et des Américains à la reddition des Japonais? On voit bien que les Japonais continuent à occuper l'Indochine. Ils l'ont repris à plusieurs reprises dans le film. De Gaulle, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il fait. On attend une réaction, elle ne vient pas. Les Américains, pareil. Alors qu'est-ce qui explique qu'ils n'interviennent pas? Et ma deuxième question, depuis 1995, au moment où je filme ce reportage, et aujourd'hui, avec les recherches historiques, y a-t-il des évolutions dans l'appréciation des choses, notamment quand la dernière phrase qui nous dit définitivement le 9 mars a marqué la fin de l'Indochine? Est-ce qu'on a des variations? Est-ce qu'on a une autre appréciation des choses? Alors, je répondrai à la première question, je laisserai peut-être Guillaume répondre à la seconde s'il a envie, ou Antoine. Roosevelt haïssait les Français en Indochine. Alors, il y a plusieurs hypothèses. L'une était que sa famille avait fait très mauvaises affaires en Indochine au début du siècle. Il avait une haine absolument, mais totale et incommensurable à l'égard d'abord du système colonial français, de l'Indochine en particulier. Il y a même eu une théorie qui a été tenue par un historien nordique qui travaille aux États-Unis, qui s'appelle Stan Thompson, qui prétend que même la flotte, Roosevelt a donné l'ordre à un moment donné à la flotte américaine qui montait vers le Japon de faire un crochet vers les côtes d'Indochine pour déclencher le coup de force japonais. C'était assez fondé d'ailleurs. Donc de la part de Roosevelt, il y a une haine totale. Par ailleurs, il se fait totalement embobiner par Ho Chi Minh, qui très malin crée un front anti-japonais, antifasciste, alors que le Viet Minh ne mènera que quelques très très rares embuscades contre les Japonais. Donc tout ça, il y a une espèce de courant absolument incroyable qui fait que les Américains n'aident pas. La colonne Alessandrie ne sera jamais ravitaillée par des bombardiers américains, jamais, alors qu'ils les survolent tous les jours. Hein. Donc vous avez vu les images des types qui remontent, qui sont en haillons, dont beaucoup vont périr d'ailleurs, ou de maladies, de beriberi, etc. Donc ça, c'est la première chose. Quant à De Gaulle, il a fait parachuter la Force 136, cette célèbre force qui dépendait du SOI, du Special Operation Executive anglais, avait parachuté depuis la fin 44, début 45, des sticks de parachutistes de la France libre sur le Laos. L'idée, c'était de faire du Laos une sorte de Vercors sur l'arrière des lignes japonaises qui étaient en Birmanie. Ça s'est révélé totalement inadapté. Il y a eu une dizaine de sticks, de types très courageux d'ailleurs, qui ont tenu la brousse pendant pratiquement 6 mois, menant des petites actions contre les Japonais, mais c'est tout. De Gaulle, d'abord, il ne faut pas l'oublier, n'avait aucun moyen. Il n'avait aucun moyen de transport. Tout le frais maritime appartenait aux Américains ou aux Britanniques, qui avaient autre chose à faire en plus que de se préoccuper de ce qui se passait là. C'est vraiment c'est une histoire absolument ratée. De coup, on voit un émissaire qui va voir Giraud. L'Anglade envoie un émissaire, enfin, on envoie l'Anglade qui va voir De Gaulle, ils se détestent. De Gaulle nomme commandant de la résistance le général Mordant, qui est l'officier, qui est en deuxième section déjà à l'époque, mais qui est totalement nul. Il y a même un roman de Morgan Sportes qui est sorti sur lui, qui collectionnait les petites filles des différentes ethnies.
Donc c'est quelqu'un qui a un très très lourd passif. Il est totalement incompétent. Il est arrivé là parce que par le jeu des promotions, c'est le seul qui se fait sur place, mais Mordant est incapable de mener. Alors il est la risée à la fois de ses hommes et de deux coups. Donc il y a une sorte de misunderstanding absolument incroyable, qui fait que aucune liaison ne fonctionne, tout foire. Oui, l'Indochine, ça n'a pendant très longtemps pas du tout intéressé l'université. Il y a eu quelques professeurs qui ont écrit des travaux géniaux, comme Pierre Gourou, qui avait écrit une thèse formidable sur l'homme et l'Extrême-Orient. Moi, quand mon père part en Indochine, il appartient à la promotion Rhin et Danube, il emmène un petit extrait de la thèse de Gourou avec lui, et il va faire la guerre au Tonkin, la zone précisément étudiée par ce grand géographe de la Sorbonne, et tout ce qu'aura écrit Pierre Gourou dans son bouquin va lui servir un petit peu de guide, hein, à l'image de ce que continue à faire l'EMSOM aujourd'hui, avant la mise en projection de nos forces. Mais le seul qui soit intéressé vraiment à l'Indochine, c'est un colonel qui s'appelait Esdalzon dans les années 60, qui va faire sa thèse à l'université de Montpellier, et qui va justement travailler sur la période 40-45. Et à part ce travail fondamental que va éditer le service historique de l'armée de terre, pendant très longtemps, l'université va se désintéresser du sujet. Quant à savoir si la situation a évolué aujourd'hui, je vais prendre juste un exemple. Quand est sorti un bouquin soi-disant définitif sur l'histoire de la résistance en France, il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, de Viviorca, j'avais été très frappé que le bouquin s'arrête au 25 août 1944. Paris est libéré, la résistance a fini son job, le général de Gaulle est installé dans la capitale. Ah oui. J'avais donc saisi Viviorca pour lui demander pourquoi ce fait étrange de ne pas évoquer les résistances ailleurs qu'en France, et puis de mener son bouquin jusqu'au terme, la fin de la guerre, le 2 septembre 1945. Alors il m'avait dit gentiment que comme il n'avait pas travaillé d'étudiant sur le sujet, il n'avait pas osé évoquer le sujet de la résistance en Indochine dans son bouquin. Vous voyez, c'est quand même énorme. Un travail qu'on nous présente comme étant la synthèse géniale, absolue et définitive sur l'histoire de la résistance, où il n'y a pas un mot sur l'Indochine. Alors je vous ai amené la liste, parce que j'ai une très mauvaise mémoire, mais je vais vous faire quand même la liste des mouvements de résistance qui sont homologués au titre de l'Indochine, ce que plus personne ne sait aujourd'hui en France. En fait, en 1954, 6 réseaux sont homologués, regroupant résistants internés et déportés et comptant environ 800 membres. 5 réseaux renseignement, Girolane, Graille, Maupin-Levin, Mingan, Plasson, et un réseau action, Bjering. 2 autres réseaux renseignement sont homologués plus tardivement, Nicolo-Boquet et Tricoire. Dans l'appellation de la fédération succédant à la fédération de la résistance indochinoise et regroupement les mouvements de résistance, FRIC, FFL, FFC 1940-45 créé en 1954 par le général Catroux et le colonel Mingan, le sigle FRIC signifie Fédération des réseaux de résistance en Indo-Chine, pour rappeler la complémentarité entre résistance en Indochine et en Chine. Peut-être que je crois qu'il faut éteindre votre micro. Pour que... je crois que tout a été dit, mais évidemment votre question, mon général, suscite en moi quelques réactions. La première sera, vous me pardonnerez peut-être un petit peu polémique, mais j'étais très frappé par le documentaire exceptionnel qu'on vient de regarder, d'une précision remarquable. Et je trouvais, moi, pour avoir travaillé sur le sujet 25 ans plus tard, vous dites une phrase à un moment, l'Europe, les Européens n'intéressaient pas les Américains qui voulaient se concentrer sur leur vraie guerre, qui était la guerre du Pacifique. Alors, pardonnez-moi d'esquisser un parallèle très rapide avec la situation contemporaine, mais on ne peut pas s'empêcher d'y songer. Quand on lit aujourd'hui, souvent dans la presse, sur une situation qui est évidemment ultra complexe et sensible et que je ne prends pas à la légère, certains de mes confrères qui s'étonnent de voir les États-Unis retourner leurs Kazakhs en Ukraine pour se consacrer sur le champ de la Chine, on a envie de leur rappeler
que quand leurs intérêts sont les premiers à être concernés, ils ne sont pas forcément au rendez-vous. Ça a évidemment été le cas en Indochine, peut-être de façon exemplaire, mais on pourrait aussi parler de l'exemple de Suez en 1956 et d'autres cas. Donc oui, pardonnez-moi cette digression, une fois de plus, qui mérite le débat. Hein. Je ne fais pas d'assertion définitive, mais en tout cas, le parallèle est intéressant et l'histoire est toujours instructive. Oui, les Français d'Indochine n'intéressent pas Roosevelt pour des histoires personnelles que vous avez évoquées, pour des raisons idéologiques également. Roosevelt, on le sait, très perméable à l'idéologie de l'émancipation des peuples. Et non seulement l'action du Viet Minh fait ses affaires pour prendre position plus tard, sur en quoi il a d'ailleurs lamentablement échoué, mais en plus, pour des raisons idéologiques, il a envie de voir la France quitter l'Indochine, et ils le feront. Et je crois d'ailleurs qu'on a évoqué, mais vous me corrigerez, quelques cas de conscience, hein, comme le général Chénaud qui commandait les tigres volants dans le sud de la Chine, qui aurait voulu intervenir au profit des fugitifs français, et qui n'a pas pu le faire, ou à peine. Il y a peut-être eu quelques missions aériennes, mais très, très brèves. Donc ça, c'est pas le premier point. Le second point, sur le rôle de De Gaulle et sur l'historiographie, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, c'est parfaitement précis, le documentaire le fait. Moi, en tant qu'historien du dimanche, très modestement, je continue à poser la question de savoir quel était l'ordre de mission précis, qui était celui de François de Langlade, quand il a rencontré le général Mordant, envoyé par Alger. On a plusieurs versions à ce sujet-là. Même François Langlade a été assez ambigu dans son témoignage. On ne sait pas si, à un moment, De Gaulle a demandé à Mordant d'être son représentant officieux et diriger la résistance, et à Decoux de continuer d'assumer ses fonctions. C'est ce qu'a affirmé Langlade dans un document, mais dans le compte-rendu de sa mission, il n'en parle pas. Donc, j'ai moi-même pas été capable de trancher sur cette question-là, mais l'Indochine, De Gaulle la qualifie d'un grand bateau à la dérive dans ses mémoires, qu'il voit s'éloigner, qu'il espère un jour faire revenir au port. L'Indochine est quelque part dans son radar, mais effectivement très, très éloigné. Et il y a en effet cette dureté qu'on voit chez Pierre Messmer, mais qui est aussi celle de Charles de Gaulle. Quand de Gaulle explique qu'il faut qu'en effet, vous le dites dans votre reportage, que le sang coule, non pas pour obtenir des victoires et prendre des positions fortes sur le champ de bataille, mais simplement parce que le sang permet de participer à l'effort de guerre allié. Il y a quelque chose d'assez, peut-être comment dire, c'est peut-être un cas de conscience, c'est propre à l'état militaire, je le conçois bien, mais pour avoir travaillé également sur la question des rapatriés d'Indochine et du sort des harkis, on sait que le discours était à peu près le même, le sang coulera, il le dit un de ses adjoints à propos de l'Algérie, eh bien le sang coulera, que voulez-vous. Donc effectivement, il y a un côté assez glaçant dans toutes ces questions-là. Dernier point, j'arrête là, sur l'historiographie, vous avez raison, j'aimerais avoir votre point de vue. Je crois avoir essayé d'explorer tout ce que je pouvais, à l'exception d'un point, parce que je ne parle pas vietnamien, et encore moins japonais. Ce sont les archives qui seraient au Vietnam, mais je crois qu'il n'y en a pas, d'après ce que m'ont dit les historiens qui travaillent sur le sujet, ou très peu. Et il y a forcément quelques archives également au Japon. Alors, il y a un historien français dont le nom m'échappe au moment où je vous parle, et j'ai honte, parce qu'il est intervenu ici même, il y a encore 2 ans, pour parler de cette question-là, qu'il me pardonne, on retrouvera son nom facilement ou à la sortie de la réunion, qui a beaucoup travaillé sur les archives japonaises et qui sont très intéressantes. La seule conclusion, mais finalement c'est celle à laquelle vous étiez abouti il y a 30 ans, c'est que c'est évidemment le 9 mars 1945 que commence la guerre d'Indochine, mais que commence la décolonisation de l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, et en fait c'est le premier acte réel de la décolonisation au sens large. Hein, ce qui s'est passé en mars 1945 et en avril 1945, en septembre 1945 au Tonkin, c'est finalement l'acte précurseur qui annonce Bandung, qui annonce l'Inde, donc ça, on dépasse largement l'archipel Indochine-Hong. Il faut replacer le 9 mars dans toute l'histoire de la décolonisation, peut-être comme l'acte précurseur. J'ai eu la chance de faire une partie en parallèle entre la question indochinoise. Alors, les Britanniques se sont toujours érigés en modèle. Par exemple, le premier livre sur la jungle, c'est un livre qui a fait école dans les forces américaines, anglaises et françaises, d'un officier anglais qui s'appelait Chapman, et qui est un livre qui s'appelle The Neutral Jungle, la jungle est neutre,
qui a été le bréviaire absolument de toutes les forces armées de l'après-guerre. Y compris que je me souviens avoir filmé des vieux officiers parachutistes français en Indochine qui étaient allés suivre des cours en Malaisie, de contre-guérilla. Donc il est certain que les Anglais ont joué un rôle très important dans les notions de contre-guérilla, parce que cette force 136, elle était internationale, elle était basée à Calcutta, mais elle parachutait des éléments sur les Philippines, sur la Malaisie, sur l'Indonésie, sur l'Indochine, sur la Birmanie. La force 136 a vraiment été un creuset, un peu comme les Anglais savent le faire, avec des officiers qui étaient des explorateurs, des aventuriers qu'on avait recrutés à Oxford. C'était pas du tout souvent des soldats, c'était des amateurs éclairés comme les Anglais savent en inventer. Et c'est vrai qu'il y a une puissante école britannique de contre-guérilla qui est née à ce moment-là. Oui, il faut absolument que vous lisiez la thèse de Tenenbaum, qui est un jeune chercheur, qui a montré comment, depuis l'école britannique de contre-insurrection, on peut tisser le fil de la transmission du modèle aux Français et aux Américains, jusqu'à y compris peut-être en Afrique du Sud, au moment des combats contre les Cubains en Angola. Et donc, vous savez tous que le mot commando est né au XVIe siècle du côté de l'Afrique australe, avec un K, et que quand Churchill, en 40, recrée des commandos, il met un C, parce que K, ça fait trop germanique. Mais l'école des commandos, telle qu'on la voit apparaître pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est incontestablement chez les Britanniques, elle prend naissance. Et effectivement, ce modèle va se diffuser de façon très concrète, de théâtre en théâtre, en passant par l'Indochine, le Vietnam, évidemment toutes les affaires de décolonisation dans l'océan Indien. Et puis, on peut dire que les derniers feux de ces combats, c'est les Sud-Africains, l'armée sud-africaine qui les mène, avec à la fois une guerre conventionnelle, parce qu'on a toujours cette image du guerriero avec sa Kalachnikov dans la jungle angolaise. Elle est fausse. Dans la jungle angolaise, c'est un combat de force conventionnelle. On a des brigades mécanisées, de l'artillerie, des bombardements avec des avions de bombardement. Juste une frange des combats est laissée aux commandos, qui jouent leur rôle, mais c'est surtout une guerre conventionnelle, mais qui va chercher ses racines dans cet enseignement britannique diffusé au cours de la Seconde Guerre mondiale. Pas de commentaires supplémentaires parce que je connais très mal la question, mais je retrouve le nom de l'historien, Franck Michelin, voilà, pour des compléments récents sur l'historiographie, pardon. Oui, la conférence de Potsdam avait attribué la responsabilité de la moitié nord de l'Indochine participant à la capitulation et le sud aux Britanniques. Alors comment s'est fait le retour de la souveraineté française en fonction de ces deux puissances existantes dans ces deux régions? C'est une question extrêmement importante. D'abord, comme c'est dit dans le film, De Gaulle n'a absolument pas été ni avisé, ni invité, ni informé des résultats de la conférence de Potsdam. Ça prouve l'importance dans laquelle la France est tenue par les Alliés. Il n'est absolument pas au courant. En fait, à Potsdam, c'est le partage du monde. Donc les Chinois nationalistes au nord, les Britanniques au sud, Dieu merci, parce que les Chinois pillent absolument tout. Il y a des récits, ils démontent absolument tout, les poignées de porte, les toilettes, les WC. Enfin, c'est une opération par les armées chinoises vécue comme une opération de pillage. Pratiquement toutes les maisons de Hanoï sont démontées. Quant au sud, heureusement, les Britanniques avec le général Grasset, il y a une solidarité tout de même franco-britannique, au nom du fait que ce sont deux puissances coloniales, que les Anglais sont aussi sur une situation qui peut être un peu explosive en Birmanie ou en Inde. Et donc, Lord Mountbatten, qui est le commandant supérieur des forces alliées et britanniques dans le sud-ouest, dans le théâtre d'opération du sud-est, soutiennent la France. Donc, les Britanniques vont assez vite au sud passer le relais aux Français, en particulier réarmer les éléments du 11e RIC et du 10e RIC qui étaient, on voit sur les images d'ailleurs, qui sont en haillons et qui permettent de reconquérir petit à petit l'espace de Hanoï. Au nord, en revanche, ça va être très difficile. Les Chinois jouent un double jeu, même un triple jeu. Ils jouent alliés, ils jouent viet, ils jouent nationalistes. Il ne faut pas oublier que les Chinois encouragent aussi des mouvements nationalistes du Nguyen Van Zong, qui est une partie nationaliste vietnamien, que Ho Chi Minh va éradiquer tout au début de la guerre.
Et donc là, c'est beaucoup plus difficile, et ça va être tout le travail de la mission Saint-Denis, puis du général Leclerc, que d'arriver à reprendre pied au nord, et il ne pourra le faire qu'en début 46. Et il y aura les incidents de Haiphong, il y aura les incidents de Hanoï qui conduiront au déclenchement de la guerre en décembre 46 à Hanoï. Mais là, ça a été une partie beaucoup plus difficile. Les Chinois ne voulaient pas partir. Il y a cette phrase célèbre de Ho Chi Minh quand il négocie avec Saint-Denis et Leclerc en disant « Je préfère la merde française à celle des Chinois ». Je préfère encore, les Français, je les connais, les Chinois, je sais qu'ils vont me dépouiller entièrement. Donc cette phrase très vulgaire, en tout cas, je ne sais pas si elle est vraie, mais elle prouve qu'il y a un choix qui est fait. Et les Chinois vont mettre très longtemps à partir. En particulier au Laos aussi, ils vont mettre très longtemps à partir. Ils pillent absolument tout. C'est une nuée de fourmis qui s'abat sur ces pays-là. Mais ça va créer, il est clair, que si les Britanniques avaient obtenu dans leur zone le nord, peut-être la situation aurait changé. Ceci dit, même si je trouve Mesmer extraordinairement dur dans ses propos, il n'avait pas tort. C'est que Mesmer avait vécu une aventure absolument extraordinaire. C'est quand même un personnage hors du commun, Mesmer. Il est parachuté tout seul sur le Tonkin comme représentant de l'administration, avec un radio et un officier en second. Ils sont capturés. L'un est abattu, l'autre meurt. Et Mesmer, à pied, tout seul, arrive à traverser tout le delta, alors qu'il est totalement aux mains du mouvement révolutionnaire et a gagné Hanoï. Et Mesmer m'avait dit, puisque je l'ai beaucoup vu quand j'ai fait ce film, m'avait dit, j'avais compris que c'était foutu. En traversant ces campagnes, j'avais compris qu'on n'avait plus le mandat du ciel. Pour les Vietnamiens en Asie, c'était très important d'avoir le mandat du ciel, c'est-à-dire que voilà, les dieux avaient décidé que les Français étaient là, que c'était eux qui géraient. À partir du moment où le mandat du ciel était parti, me disait-il, on n'avait plus rien à faire là. Oui, Mesmer, c'est un survivant. Vous connaissez le titre de ses mémoires, hein. Après tant de batailles, Mesmer plusieurs fois a failli laisser sa vie au service du pays. Et après son parachutage en Indochine, c'est pareil. Une fois de plus, c'est un survivant. Et donc le personnage, il s'est construit une statue de commandeur après ça, mais il faut voir par quel parcours il est passé, comme jeune officier, troupe de marine, enfin troupe coloniale, et ensuite dans la Légion étrangère. C'est encore le survivant qui parle, là, hein. Alors dur, bien sûr, mais il a risqué sa peau pour nous parler comme ça. Bon, je ne pourrais pas m'empêcher évidemment de mentionner aussi les ordres qu'il a signés pour abandonner les harkis et les désarmer en Algérie quand il était encore en pleine forme. Pour répondre à votre question, moi je voudrais peut-être l'aborder aussi du point de vue humain. Et là pour le coup, je me permettrai de glisser quelques témoignages, parce que si je me suis intéressé à cette question et si j'ai écrit dessus, c'est parce que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ma propre mère, mon parrain, ma marraine, étaient tous dans des camps ou dans des ghettos japonais. Et il y a eu ce moment effrayant qui est une phrase, quand j'ai travaillé sur le sujet, que beaucoup d'anciens ou de familles d'anciens, enfin la phrase n'est pas effrayante, celle que j'ai toujours entendue petit, c'était « sans la bombe atomique, on ne serait pas là ». Et c'est drôle, beaucoup de gens à qui j'en ai parlé ont connu cette phrase dans leur propre famille. Toutes les familles des survivants, en tout cas chez les civils essentiellement, avaient cette phrase « sans la bombe atomique, on ne serait pas là ». Sauf que pour beaucoup d'entre eux, de mémoire c'est le 6 et 8 août, les deux bombardements atomiques, il faut encore de longs mois. Et la situation pour les Français civils ou militaires d'Indochine est assez effroyable, parce qu'ils vont attendre encore des mois, tenus encore, gardés par des Japonais qui eux-mêmes sont sous le contrôle des Chinois au nord. Alors, en Cochinchine, je suis moins sûr de moi. Je crois qu'en effet, les Anglais ont plus vite pris la main, mais néanmoins, ils sont gardés par des Gourkhas ou par des Indiens. Et je vais dire, cette deuxième lame, après la domination japonaise, qui est celle de cette transition où on est gardé par des Chinois qui en effet se comportent comme des pourceaux, puis par les Japonais, en effet, parfois en coordination avec les Chinois ou au sud par des Indiens, achève de décrédibiliser cette population française qui vit toujours dans la terreur. Hein, vous l'avez évoqué, notamment à Saigon, à Hanoï, il y a des massacres effrayants qui sont perpétrés par les Viet Minh, par le Viet Minh, on dit pas encore tellement les Viet. Et donc il y a à la fois cette terreur qui se poursuit et cette chute comment dire, cette descente encore de la crédibilité de la population française qui, une fois libérée, n'est même pas encore libérée, qui se retrouve sous le joug de ses propres libérateurs. Donc l'effet psychologique a été désastreux. Dans le cas justement de cette question d'emprisonner, de maintenir la main en fait sur les garnisons françaises au-delà de
même japonais, ont été amenés à défendre. Il a cité deux coups. De ce camp. Paradoxe de l'histoire. Il y a autant de situations que d'hommes, hein. En fait, je ne suis pas sûr, ma mémoire me fait défaut. Je crois qu'il avait été décidé dans ce qui suivait Yalta, en attendant l'arrivée des troupes britanniques et des troupes, pardon, et des troupes chinoises, que les Japonais assurent la sécurité. Mais de même qu'il y a l'exemple que vous racontez, il y a aussi l'exemple de présence massive de cadres japonais dans les premiers mouvements Viet Minh. On sait en particulier en Cochinchine qu'on a trouvé énormément d'officiers ou de japonais qui encadrent et qui instruisent et qui entraînent les premiers cadres Viet Minh. Donc, à entrer en combat, en lutte pour les militaires stationnés. Quelle était l'implantation familiale de ces militaires et pourquoi un non-retour des familles en métropole au moment où les événements se bousculent encore? il y a deux. Première chose, c'est que l'Indochine est une garnison de paix. Par exemple, dans la Légion étrangère, il y a deux grandes unités en Indochine, les troupes coloniales et la Légion étrangère, plus les aviateurs, les marins, etc. Enfin, les deux forces de souveraineté d'infanterie et les tirailleurs indochinois. Donc c'est une garnison tranquille. Par exemple, on envoie les légionnaires fatigués des campagnes du Maroc, etc. C'est pratiquement un club med. Hein. À Tong, les légionnaires vivent, se transmettent leurs kongai, leurs petites amies, se transmettent la kanya, ils font pas le service, le fusil est entretenu par les coulis. Enfin, c'est pas, ce sont des garnisons de paix. Donc on envoie des gens en sécurité avec leur famille, c'est-à-dire qu'on encourage les officiers ou les cadres à partir avec leur famille. Ça, c'est la première chose. Il faut voir qu'à partir de 1940, les liaisons étant coupées, quelques-uns arrivent à rentrer en métropole, mais la plupart sont maintenus sur place. Donc, il y a des enfants qui naissent, des familles qui grandissent. Peut-être que la relève se faisant pas, les familles s'agrandissent. C'est le cas de Madame Levallois-Gouillat, qui est née au Vietnam. Et la relève ne s'effectuant pas, les familles sont là. Un tiers, à peu près, des forces françaises, à l'exception de la Légion étrangère, un tiers est marié, ou vit avec des femmes vietnamiennes, dont ils ont des enfants. Donc c'est un poids extrêmement important. Il faut bien voir qu'on est quand même dans l'Indochine, c'est la perle de l'Empire. On est dans un temps colonial un peu exotique. On n'est pas préparé à la guerre en Indochine. On a d'abord un matériel qui est pas bon, qui est un vieux matériel. C'est un matériel qui date pratiquement de 14. Il y a très peu d'aviation, la marine elle fait ce qu'elle peut. Il y a très peu, comme vous voyez, les véhicules blindés en Indochine, ce sont des automitrailleuses qui datent pratiquement des années 20. Donc c'est pas une colonie de guerre. On n'a pas prévu du tout que l'Indochine puisse entrer dans la guerre ni faire la guerre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le général Catroux s'en va et que de coup signe. On n'a aucun moyen militaire. Mais surtout, cette présence des familles, elle est importante parce que c'était une colonie heureuse. C'est un endroit où on partait en famille. La même réalité en Algérie. Et évidemment, il y a des exceptions. Quand le lieutenant-colonel Lecoq part en Indochine, il laisse en métropole sa femme qui est enceinte. Et quand il sera tué, sa fille, née alors que lui est en Indochine et qui n'aura pas connu son père, ne le verra plus jamais. Et la promotion Lecoq a renoué avec elle l'année dernière. Hein. Elle vit toujours à Fréjus dans le souvenir de ce père tué en Indochine. Et qu'elle n'a évidemment pas connu avec sa mère sur place en séjour colonial, entre guillemets. Et mon dernier rebond, mais vous allez croire que j'ai été mandaté pour égratigner la figure de Pierre Messmer. Je vous promets que ce n'est pas le cas. Et je reconnais aussi ses immenses vertus de soldat. Et j'aurais bien aimé
qu'aurais-je fait à sa place? Je ne sais pas, en tout cas, pour la guerre de 40, je l'admire. Mais je voudrais quand même revenir sur cette phrase qu'il prononce, une fois de plus, qui témoigne de sa dureté étonnante. Comme Decoux a capitulé, il n'était plus légitime à prendre les rênes de l'Indochine. Je voudrais peut-être croiser mon point de vue avec le vôtre, mais pour moi, Decoux n'a pas capitulé. Il n'a pas capitulé. Il a été pris dans cette espèce, justement, de coup de force du 9 mars, qui est très étonnant dans ses modalités, où il est en train de faire il est à Saigon d'ailleurs, hein, à ce moment-là. Il a un rendez-vous protocolaire, il est arrêté pendant ce rendez-vous. Il n'a même pas le temps de décider au nom de déclencher une résistance et de donner des ordres aux forces qui sont stationnées en Indochine. Il est immédiatement fait prisonnier, comme à peu près toutes les autorités. Et là aussi, je parle sous votre contrôle, mais les forces qui, à Hanoï, à Langson, à Haiphong, à Tat-Khe, à Don Khe, même à Phnom Penh un petit peu, au Laos, qui ont pu mobiliser, qui un obusier, qui quelques mitrailleuses, etc., ils se sont tous battus. Ils ont laissé beaucoup de morts sur le terrain. Simplement, effectivement, ils ont été liquidés en 2 secondes, puisqu'il n'y avait pas l'armement, comme vous le disiez, c'était l'armement de la guerre des années 20, puisque tout ce qui était correct était parti sur le front français en 1940, 39-40. Donc je m'insurge quand même contre ce concept de capitulation de coups et des forces françaises le 9 mars. Vous racontez une anecdote qui résume Mesmer, qui m'avait beaucoup impressionné. Il est assis sur la chaise pendant que je le filme, et pendant qu'on tourne, le bouton de sa veste éclate comme ça. Alors, très embêté, je lui dis, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qu'on fait? Et il me répond, on ne sait pas coudre à la télévision? Comment Decoux, justement, a été piégé, en fait. Il explique extrêmement bien comment Decoux a été piégé par ce rendez-vous du 9 mars, où tout était déjà préparé par les Japonais, et c'est pour ça que ça s'est passé si mal. Mais il explique aussi pourquoi la paix a été manquée. Et donc ce livre est paru chez Fayard en 1953, je crois. Il m'a été offert par Geneviève de Galard, qui est ma tante. Et donc, je l'ai lu avec avidité et j'ai compris beaucoup de choses à ce moment-là. Parce qu'il était sur place, c'est un vrai témoin, lui. Centeny. Merci. Pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, il y a quand même un aspect sur lequel il faut revenir, c'est qu'il y a eu une désorganisation au niveau, comme nous l'expliquions, il n'y avait aucune alliance militaire entre la résistance gaulliste, la résistance, etc. Il y a eu beaucoup de signaux précurseurs qui annonçaient le coup de force du 9 mars. C'est pas... Regardez le capitaine Michel, qui était un personnage extravagant, hein, le représentant. Quand il dit alerte au 13, je ne sais pas ce que ça voulait dire. C'était l'alerte générale japonaise, c'est-à-dire qu'on savait. Le général Sabatier est le seul qui a eu l'idée de rassembler une brigade et de la sortir de Hanoï pour monter. Il y a eu des tas de... Il y avait des signaux qui avaient été captés. Par Calcutta, les parachutistes qui avaient été parachutés au Laos savaient que quelque chose se préparait. Et je crois que la désorganisation générale, les inextricables haines aussi, puis tout ça, c'est le couvercle de la marmite coloniale, hein, avec le climat, la mousson, etc. Ça bouillonne. En tout cas, il y a eu une absence de réaction aussi. Alors peut-être, pour répondre à ce que vous disiez, peut-être que si on avait préparé davantage, si on s'était préparé, peut-être que la forme de résistance et de combat aurait été autre, j'en sais rien. Avec en effet ce mystère du général Mordant que vous expliquiez tout à l'heure, qui est totalement sidérant. Ce personnage on ne parvient pas à comprendre, même si en effet il est par là par des phénomènes d'avancement, mais il est illisible. Je vais intervenir en tant que présent, ayant été en Indochine, au moment du 9 mars. Je voudrais intervenir en tant que témoin, si j'ose dire, du coup du 9 mars, où j'étais à Tourane et j'ai ensuite passé un an dans un camp de concentration où j'étais déporté en wagon de marchandises par les Japonais vers Hue, avec les Japonais, puis ensuite les Chinois, en zone nord, au nord du 16e parallèle. Alors tout d'abord, toutes mes félicitations pour ce film qui, à mon sens, est d'une remarquable objectivité. Deuxième observation, je partage tout à fait l'observation de M. Zeller sur la dernière phrase de Mesmer, quand il dit que Decoux a capitulé, ce n'est pas exact.
il a été fait prisonnier sur le coup, et les autres se sont débrouillés avec toutes les difficultés d'information et les incertitudes sur la date exacte d'un coup de force que tout le monde attendait en fait. Mais on attendait aussi un débarquement. Et je suis parfaitement témoin du fait à Tourane, en décembre 1946, nous avions une grande soirée pour le 1er de l'an, ça s'appelait Soirée Normandie, en l'honneur du débarquement en Normandie. Et l'amiral Decoux a fait un discours saluant l'effort des troupes françaises, reconstituant une armée en France, la première armée pour aller en Allemagne. Donc l'opinion générale était que il allait se passer quelque chose. Je voudrais rappeler que tout à fait au début, en 1940, quand Decoux a remplacé le général Catroux, il y a eu de grandes manifestations à Saigon et à Hanoï en faveur de l'adhésion à la France libre, et plus exactement du maintien de la France dans la guerre auprès des Anglais. Et par conséquent, l'opinion civile française a fait, comme vous l'avez très bien dit, contre mauvaise fortune, bon cœur, en espérant éviter la guerre, mais sans être, sauf quelques éléments franchement maréchalistes, sans être franchement convaincu. Et ça n'avait rien à voir. Troisième observation, j'espère ne pas être trop long, sur ce qui s'est passé dans les mois pendant lesquels la France n'est pas intervenue, notamment au nord du 16e parallèle. Nous étions exposés, non pas forcément à de mauvais traitements, parce qu'il est vrai qu'un certain nombre de Japonais nous ont aidés. Personnellement, j'ai bénéficié de l'apport d'un caporal japonais qui a accepté de faire un jour le marché pour ma mère, moyennant finance, mais il l'a fait, alors que ce n'était pas évident. Mais nous étions exposés à la famine, au choléra, à la gale, à tout un très grand nombre de maladies. Il n'y avait pas de vaccin contre le choléra. Par exemple, moi, arrivé, il y avait le choléra, et un médecin a réussi avec des copains vietnamiens à l'hôpital à obtenir une centaine de vaccins qui ont été affectés en priorité aux enfants. Mais voilà les risques. Au nord, il faut s'apercevoir que, faute de la présence des Français, le Viet Minh s'est installé, et comme le dit très précisément un livre très récent d'un auteur américain qui s'appelle Gaucha, qui n'est pas traduit, parce qu'il est sorti l'an dernier en anglais, le Viet Minh était arrivé avec le programme de collectivisation des terres du Comintern. Et d'après Gaucha, qui a cherché dans les archives vietnamiennes et japonaises, il y aurait eu 20 000 Vietnamiens fusillés, propriétaires terriens réticents à la collectivisation des terres. Au sud, au contraire, il s'est passé ce que la France, sans le vouloir peut-être pendant une centaine d'années, a favorisé, c'est un processus de koulakisation. Les Français ont cassé le monopole des usuriers chinois qui prêtaient à 40% aux Vietnamiens, aux fermiers vietnamiens. Et donc, il s'est créé, à côté de la grande propriété féodale ou coloniale des plantations, il s'est créé une énorme population de koulaks. Au nord, ils ont été éliminés par la force, assassinés à la suite de procès politiques organisés dans tout. Mais au sud, ces gens-là, quand ils ont vu arriver les émissaires du Viet Minh, dès que Leclerc est arrivé, ils nous ont demandé des armes et ont créé des milices. Et ils ont eux-mêmes égorgé les représentants du Viet Minh. Donc il y a eu cette absence de la France au nord, qui n'est pas uniquement imputable à De Gaulle, et qui est imputable à l'absence de moyens de la France parce qu'on ne voulait pas de nous. Les Américains ne voulaient pas de nous. Vous avez mentionné la haine de Roosevelt. Mais il faut savoir qu'un parent de Roosevelt, qui s'appelait un certain monsieur Delano, qui était agent immobilier à Hong Kong, s'est fait exproprier vers 1910 par l'administration du port de Saigon, et il avait acheté lui-même énormément de terrain à des Chinois, et il s'est estimé volé de sa plus-value par l'administration française.
Monsieur Delano était un cousin, un membre de la famille Roosevelt, et il a transmis le virus anti-français à la famille Roosevelt. Ils ont considéré que les Français étaient des voleurs, en plus de l'idéologie que vous avez parfaitement mentionnée. Donc il y a pas mal de facteurs, et je voulais ajouter ceci, pas plus. D'ailleurs, je ne serai pas plus long. Voilà. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup pour votre témoignage, mais moi qui m'inspire simplement une réflexion par rapport à votre question en général sur l'historiographie. Je ne sais pas si vous partagerez ce point de vue. Moi, il y a un point que je n'ai jamais pu creuser et qui est évoqué dans le documentaire qu'on vient de regarder. C'est la famine, en effet, qui se déclenche au Tonkin à l'hiver 44-45. Je n'ai pas trouvé d'informations dessus, je n'ai juste trouvé qu'un chiffre. La fourchette basse donnée par les autorités françaises est de 1 million de morts. La fourchette hausse, 2 millions. Donc, que s'est-il passé au Tonkin à l'hiver 44-45 dans les populations indigènes? C'est vraiment, je pense, quelque chose qu'il faut documenter. Voilà, ça serait une belle, une histoire connexe à notre épisode qui serait très intéressant de creuser, je pense. Une des raisons en est simple, c'est que traditionnellement en Indochine, les populations du Nord étant plus nombreuses, l'équilibre du riz était assuré par le Sud, c'est-à-dire qu'on compensait, le gouvernement général accordait aux populations du Nord ce qui leur manquait en dotation de riz. Et c'était acheminé par la voie de chemin de fer qui allait de Saïgon à Hanoï. À partir du moment où les Américains l'ont bombardé systématiquement, les récoltes du Sud n'ont pas pu gagner le Nord. Par ailleurs, les Japonais ont réquisitionné des quantités de riz absolument énormes. Et tout ça a créé une famine. Moi, j'ai eu des témoins qui racontaient qu'on voyait des enfants vietnamiens morts sur le trottoir dans les villes du Nord-Vietnam. Donc, il y a eu ces deux faits, des réquisitions japonaises et des bombardements qui empêchaient le Sud d'envoyer du riz au Nord. Ça a été un ferment pour les révolutionnaires et pour le discours révolutionnaire vietnamien, évidemment extraordinairement puissant. Imputé aux Français. Enfin, il était imputé aux Français par le Viet Minh, mais ce n'était pas une annexe de la guerre. Pour terminer sur le 9 mars, j'ai ramené la fiche bio du décapité de Langson. Je me propose de la lire pour revenir à ce dont on a parlé depuis ce matin. Voilà, Fernand Cron, né le 13 juin 1912, entré en service en octobre 1933, après avoir servi à Madagascar et rejoint l'Indochine. Fernand Cron sert à la 6e compagnie du 3e régiment de tirailleurs tonkinois qui tient le poste de Dong Dang. Lors du coup de force japonais du 9 mars, il participe à la défense du poste jusqu'à la reddition des survivants de la garnison, le 12 mars. Il est avec une cinquantaine de Français et d'Indochinois pris en otage, amené le lendemain soir au bord d'une tranchée pour y être décapité parmi les derniers. Son tour vient après celui d'un camarade, le marsouin Bravaki, un ancien légionnaire que le sabre du bourreau ne décapite qu'au 3e coup. Sous l'emprise d'une émotion considérable, Cron bascule dans la fosse au moment où le sabre s'abat sur sa nuque. Le sabre ricoche en mutilant atrocement son cou. Épargné par les coups de grâce et laissé pour mort, Cron est réveillé par la fraîcheur de la nuit tombante. Il s'extirpe d'entre les cadavres, rejoint 2 tirailleurs ayant survécu comme lui à l'exécution, porte l'un d'eux ayant reçu un coup de sabre et 9 coups de baïonnette, et gagne un village où ils sont sommairement soignés. En piste vers la Chine, son chemin croise celui du capitaine Ferdinand Michel et de sa troupe qui lui tresse une Minerve de fortune. Avec eux, il parvient en Chine, où son témoignage est consigné le 21 avril 1945 par la mission militaire française en Chine. Il reçoit les premiers soins dans un hôpital américain. Il est décoré de la médaille militaire, rapatrié non sans avoir providentiellement raté un premier avion qui s'écrase dans la jungle. Il subit plusieurs interventions chirurgicales en France qui lui redonnent un port de tête normal. Il quitte l'institution comme sergent à 20 ans de service en 1953. Chevalier de la Légion d'honneur en 1980, il est décédé le 11 avril 1989. Si vous allez sur le site de l'ECPAD, il y a un film qui est tourné assez long où on voit un cross qui montre son cou. Il baisse sa chemise, il a une énorme cicatrice qui fait tout le tour du cou. Voilà. Merci. Et donc, Général Paulus, en deuxième section, issu des travaux. Je voudrais partager avec vous. Merci.
Je voudrais partager avec vous une interpellation que j'ai depuis une vingtaine d'années, qui sera ma question. Et j'ai peut-être trouvé la réponse aujourd'hui. Pourquoi dans l'armée française aujourd'hui, on n'a aucune trace de tous ces soldats tonkinois, indo-chinois, anamites, et après pendant la guerre d'Indochine française, les Bawan, tous ceux qui étaient engagés, mon père était chef de peloton en Indochine, au RICM, il n'avait que des soldats vietnamiens. Pourquoi aujourd'hui dans l'armée française, il n'y a pas trace de tous ces soldats, alors qu'on a gardé pour l'armée d'Afrique, pour ne citer que le premier Spahis ou le premier tirailleur, qu'on a gardé pour les tirailleurs sénégalais au 21 une garde au drapeau avec le drapeau du premier régiment de tirailleurs sénégalais, il n'y a plus aucune trace dans l'armée française de tous ces soldats indo-chinois. Donc je m'interpelle, depuis 20 ans, alors je précise aussi que j'ai commandé le 43e BIMA, qui est un peu d'actualité, en Côte d'Ivoire, et qui avait repris les traditions du bataillon de marche indo-chinois. J'ai écrit le livre de ce bataillon, et j'avais demandé en préface au général Lagarde, que tout le monde connaît, ce grand sémat, de la préfacer. Et il m'avait remercié, il m'avait dit, vous faites une faute, mon colonel, vous ne parlez pas du bataillon de marche indo-chinois qu'il avait commandé. Il m'a dit, il faut le faire revivre. Je m'en veux aujourd'hui d'avoir loupé le coche. Donc je pose la question, et la réponse, effectivement, vous l'avez très bien décrit, c'est cette brutalité du 9 mars, qui ensuite, jusqu'en août, met une boîte noire, où plus rien ne se passe. Donc j'ai l'impression qu'on a tué l'Indochine, début de la colonisation, on a tué aussi tous ces soldats tonkinois anamites qui servaient dans l'armée française en Indochine. Quel est votre sentiment ? Le drapeau qui est à Fréjus, il est là pour tous les tirailleurs de l'ancien empire colonial français, pas uniquement les Sénégalais. Il se trouve que c'est le premier tirailleur sénégalais pour une simple raison, c'est que c'est le seul drapeau d'une unité indigène de l'armée coloniale qui avait reçu la Légion d'honneur. Voilà, et donc c'est pour ça. Par ailleurs, un certain nombre d'unités qui ont servi en Indochine ont vu leur tradition perpétuée, notamment au travers du service militaire adapté. Et donc, un certain nombre d'artilleurs indochinois voyaient leur tradition perpétuée en Guyane ou dans d'autres territoires. Hein. Voilà. Mais c'est faible. Il y a eu quelques promotions aussi de Saint-Mexan qui ont pris des noms de... Je pense à Wang Zim, qui était un ancien sous-officier du GCMA, auquel on a réussi à donner le nom à une promotion. Mais tu as raison, il y a un trou, peut-être parce que la rupture avec l'Indochine a été brutale. Et c'est quelque chose à lancer pour vous, jeune génération, peut-être de vous replonger dans cette histoire, parce que c'est vrai que c'est une histoire extrêmement riche et qui n'est pas à la hauteur d'autres unités. Mais je crois que la rupture a été très brutale. J'ajoute juste un dernier point qui est peut-être plus opérationnel, c'est qu'au moment des massacres, moi je me concentre un moment sur le coup de force du 9 mars et ses conséquences, et je partage votre point de vue. On ne connaît pas le nombre de victimes anamites, ou indochinoises, on ne le connaît pas. Mais les Japonais ont systématiquement séparé leurs adversaires, leurs prisonniers anamites, indochinois on disait anamites, de leurs prisonniers européens. Et donc on a pu documenter et tracer les massacres d'Européens. En revanche, quid des soldats qui sont restés fidèles à la France, probablement massacrés, j'en sais rien. Mais c'est un des facteurs qui explique aussi le trou noir mémoriel sur cette question. Sans oublier tout de même qu'un certain nombre d'unités indo-chinoises ont déserté et ont rallié massivement les rangs du Viet Minh. Donc tout ça joue, voilà, c'était une guerre poliforme. En tant qu'ancien chef de corps du 9e régiment d'infanterie de marine à Cayenne, c'était le 9e RIC qui était à Hanoï à ce moment-là, et je vous confirme que tous les ans on célèbre le 9 mars à Cayenne. Donc, mais Cayenne, c'est pas en métropole. D'ailleurs, sur l'insigne du 9, je crois que c'est la pagode Motte-Côte, la pagode à pied unique, et un jour j'étais en Guyane, je vois un vieux major, je lui dis, vous savez ce que signifie? Il me dit, c'est une lampe. Bon, on a encore des efforts à faire dans la transmission des traditions. C'est la pagode Motte-Côte. On peut également, si vous voulez, évoquer ce qu'il en a été du sort des harkis, dont un certain nombre sont revenus en métropole grâce à des actions de désobéissance et courageuses d'un certain nombre de militaires métropolitains qui ont amené avec eux leurs harkis en bon ordre.
Par contre, alors, et puis on peut évoquer le sort de ces harkis et de leurs familles qui ont été regroupés dans des camps. Il en a été de même vis-à-vis des Indochinois, puisque 2 ou 3 camps ont existé, mais on n'en a jamais parlé plus que cela. Alors qu'on évoque dans les politiques mémorielles, dans les politiques de réparation du ministère des anciens combattants et de la mémoire, on évoque tout ce qui a été fait, ce qui continue à être fait pour les 2e, 3e, 4e générations. Rien de cela n'a été fait pour les Indochinois, à mon sens. Ça commence maintenant, il commence à y avoir des 3e générations, à Sainte-Livrade en particulier. On parle quand même des rapatriements des enfants de groupe. Oui, des métis, de Dalat. Ça commence, mais je crois qu'il y a aussi une différence de mentalité dans le terme de demande de repentance, quoi. Il y a un commando vietnamien qui a été le commando d'An San, qui a été rapatrié entièrement par le capitaine Simon en 62, hein, mais d'Algérie. Rapatrié d'Indochine en Algérie et d'Algérie en France. Oui, Je crois qu'on nous prie de nous diriger vers l'Arc de Triomphe maintenant. Sinon, on va éclater. Voilà, on peut remercier, bien sûr. On est évidemment plus par le temps, c'est assez habituel. Et donc, on vous propose malgré tout un dans la salle voisine. Et avant de rejoindre, pour ceux qui le peuvent, le ravivage à la route de la flamme, qui sera sous la haute autorité du ministre délégué. Et voilà, nous serons présents, la plupart des autorités présentes ici ce soir. Et nous rejoignons la pièce. Merci.